ne suis pas historien. Je suis simplement curieux et passionné par l'histoire d'Amboise, et cette curiosité m'a amené à découvrir des éléments historiques que j'ai eu envie de partager. On peut trouver, parsemées dans la ville, des traces d'entreprises amboisiennes du XXe siècle, autrefois florissantes et aujourd'hui disparues. Ainsi, à l'emplacement du parc Leonardo da Vinci, deux entreprises cohabitaient vers 1900. D'une part, la manufacture de couvertures Pateau Leclerc qui était passée de la fabrication de couvertures pour les chevaux à celle utilisée par les voyageurs du chemin de fer, et d'autre part, la bonnetterie Charles Mercier. Ces deux entreprises cèdent la place en 1937 aux établissements Guillemino Boefslug, dont l'usine de Chantilly était devenue trop petite. Cette société fabriquait au départ des pellicules pour les particuliers et, après la guerre, avait changé sa production avec, entre autres, des films radiographiques pour la médecine. Après avoir employé jusqu'à 180 salariés, l'usine va fermer en 1994 et le site va être racheté par le Clos Lucé qui va y installer le parc Leonardo da Vinci ainsi que plusieurs salles d'exposition sur l'artiste. À proximité de ce parc, il y a eu pendant plusieurs décennies une usine, les chaussures Gounin. Les frères Albert et Émile Gounin avait installé au début du XXe siècle une fabrique de chaussures à Amboise à proximité du Beffroi. Cette usine sera détruite par un incendie en 1913. Une nouvelle usine sera alors érigée au bout du mail Saint-Thomas. Elle emploiera jusqu'à 450 personnes et fabriquera jusqu'à 3500 paires de chaussures par jour. Son dirigeant, Émile Gounin, sera maire d'Amboise de 1919 à 1953. Cette entreprise sera mise en liquidation en 1985 et les bâtiments seront détruits pour laisser la place au parking des tanneurs. À la fin du XIXe siècle, Gustave Peson avait créé à Amboise une fabrique d'articles de pêche. Cette entreprise prendra le nom de Peson et Michel et atteindra une renommée mondiale avec deux produits phares sous leur marque Luxor, les moulinets et les cannes à pêche en bambou refondu. La canne en bambou refondu était utilisée pour la pêche à la mouche, mais dans les années 60, elle va voir arriver un concurrent redoutable, la fibre de verre, beaucoup moins chère à fabriquer. La fibre de verre finira par supplanter le bambou refondu et l'entreprise Peson et Michel périclitera dans les années 70 après s'être installée à la Boitardière, cédant l'emplacement qu'elle occupait en ville à un magasin Netto. L'aventure des pressoirs Mabille avait commencé avec Jacques-Emmanuel Mabille, qui s'était installé en 1835 dans un atelier de serrurerie au bout des ponts. Vers 1850, il va se lancer, avec l'aide de ses fils, dans la fabrication de pressoirs, principalement pour la viticulture, qui vont avoir une renommée mondiale, exportant jusqu'au Japon, aux États-Unis et en Afrique du Sud. L'usine va élargir sa gamme de produits en fabriquant entre autres des pressoirs pour le cidre, des pompes à vendange en grappe, des broyeurs de pommes et des presses à huile. L'entreprise Mabille disparaîtra en 1984, mais ces locaux sont toujours là, en attente de réutilisation, ayant été rachetés dans les années 2000 par la communauté de communes du Val d'Amboise. Parmi les monuments qui ont une part très importante dans l'histoire d'Amboise, le pont occupe une place de premier plan. En réalité, quand je parle du pont, je veux parler des ponts qui se sont succédés pour franchir la Loire à Amboise et dont l'histoire mérite d'être contée. Le premier pont dont on a la trace remonte aux Romains
à l'époque de Jules César, pendant la guerre des Gaules. Il aurait été détruit en 290 sous l'empereur Dioclétien et d'autres ponts dont on sait peu de choses lui ont succédé jusqu'aux environs de 1115 où Hugues Ier, comte d'Amboise, fait construire en remplacement d'un pont de bateau un pont de pierre de 2 branches se rejoignant sur l'île d'Or. Ce pont avait 6 mètres de large, ce qui était considérable pour l'époque, et se trouvait en amont du pont actuel. On peut d'ailleurs entrevoir les restes de ces piles lorsque la Loire est basse. Ce pont allait acquérir un statut très particulier. Des Amboisiens lui léguaient des maisons, des terres, des vignes, faisant du pont d'Amboise un véritable propriétaire foncier qui touchait des rentes et payait ses impôts comme un notable. Il était même seigneur et possédait un fief. Ce statut reflète l'importance considérable qu'il avait dans la ville d'Amboise. Il était d'autant plus important qu'il se trouvait, jusqu'en 1753, sur la route du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans sa partie sud, au pied du château, il y avait une sorte de donjon que l'on voit très bien sur cette gravure datant de 1646 et que l'on doit au peintre hollandais Lambert Doumer. Ce donjon sera détruit en 1739. En 1673, le pont Nord, représenté ici par Frans van der Meulen, avait cet aspect. En 1710, il est emporté par les glaces et est remplacé en 1712 par un pont de bois, en aval du précédent, que l'on appellera, en raison de sa couleur, le pont rouge. Ce pont sera à son tour détruit par les glaces le 19 décembre 1789. Un bac sera alors mis en place par Léonard Perrault, un entrepreneur amboisien. En 1812, on commence la construction d'un nouveau pont qui sera terminé en 1820. Il sera aussi l'œuvre de Léonard Perrault et de son fils Grégoire. On va donner à ce pont le nom de Louis XVIII qui règne à l'époque sur la France et on érige un monument à sa gloire à l'entrée de l'édifice. On peut voir ici ce pont sur cette peinture de l'artiste anglais William Callot. Malheureusement, ce pont qui est en partie en bois s'avère fragile et en 1846, on le remplace par le pont que nous connaissons aujourd'hui. Pendant ce temps, le vieux pont sud est toujours là, comme on peut le voir sur cette photo de William Henry Fox Talbot, prise le 18 juin 1843. En 1846, 3 arches s'écroulent et l'on installe une partie suspendue. On se rend compte aussi, entre autres choses, que ce pont gêne l'écoulement de la Loire pendant les inondations et l'on entreprend en 1867 la construction d'un nouveau pont moderne dans l'axe du pont Nord. Ce pont est pratiquement terminé et n'a pas encore servi lorsque, pour retarder l'arrivée de l'armée prussienne, on le fait sauter le 12 décembre 1870, en même temps que la partie suspendue du vieux pont. On va le reconstruire et il sera inauguré le 24 juin 1874. Quant au vieux pont Duc d'Amboise, il sera démoli. Rien à signaler pendant plus de 50 ans, mais en 1940, la France est envahie et la menace de l'armée allemande amène le commandement militaire à détruire une nouvelle fois le pont sud le 18 juin. Pour traverser la Loire, on va d'abord utiliser des bateaux. Il va y avoir aussi un pont de bois installé en juillet 1940 pour lequel les Allemands font travailler les prisonniers français, mais ce pont sera emporté par les glaces en décembre de la même année. C'est ensuite un bac qui permettra aux Amboisiens de franchir la Loire jusqu'en 1944 où une passerelle métallique à sens unique sera mise en place. Le 15 août 1944, les Allemands, en se repliant vers le nord, font sauter cette passerelle et 2 arches du pont Nord. La passerelle sera réparée fin janvier 1945 et le pont Nord un peu plus tard. Mais il faudra encore attendre avril 1954
soit 14 ans après la destruction du pont, pour qu'un nouveau pont sud soit mis en service. La passerelle, quant à elle, ira passer 60 ans sur le Cher à Civray, avant d'atterrir sur un rond-point à Bléré pour une retraite bien méritée, laissant sur la Loire ses piles dont la présence fait parfois l'objet d'un débat.